Je me suis présentée en fait aux législatives en 2017 sur la deuxième circonscription du 93 de la Seine-Saint-Denis, donc qui comprenait Villetaneuse, une partie de Saint-Denis et Pierrefitte. Et là, il fallait justement aller sur le terrain, tracter. On était encore moins connus qu'aujourd'hui. Et aller à la rencontre des gens. Et c'est vrai que ça m'a appris à connaître Saint-Denis, une ville en plus où j'y ai vécu étant petite avec mes parents. Mais de voir finalement que Saint-Denis, c'est pas que la basilique. Malheureusement, il y a des endroits où on a vraiment l'impression d'être dans... Enfin, c'est quasiment des bidonvilles, des maisons où c'est des taudis. Faut dire le mot. Oui. Et c'est là où j'ai vu une espèce de décalage en fin de compte entre la politique de salon et ce qui se passe sur les terrains en France. On était en France en 2017 à Saint-Denis, à côté de Paris, et on était en même temps, je sais pas, dans un pays en guerre, je ne sais pas où, au même moment, quoi. Et ça m'a choquée. Je ne dis pas que je suis naïve et que bien sûr, je sais qu'il y a de la misère et de la pauvreté et tout ça, mais ce niveau, si tu veux, Et ces gens-là, tu arrivais avec ton tract, tu leur expliquais qu'il fallait sortir de l'Union européenne, mais ils en avaient rien à cirer. Ouais. Voilà, c'était lunaire quoi, comme scène. Et en fin de compte, c'était intéressant, c'était quand même assez enrichissant parce que justement, à un moment donné, la politique des mots creux, c'est insupportable. La politique de la com, c'est insupportable. Et c'est aussi pour ça que j'ai adhéré à l'UPR. C'est justement parce que enfin, il y avait un discours qui parlait vrai, qui parlait des vraies choses, mais en même temps, il faut savoir rester humble par rapport à l'analyse que peuvent se faire les gens sur l'Union européenne. C'est déjà quand on arrive à analyser le lien entre les méfaits de l'Union européenne, la construction européenne, ce qu'elle engendre, ses conséquences dans nos vies au quotidien, on a déjà un niveau de réflexion qui n'est pas forcément à la portée de tous. Parce que justement, ces gens-là, moi que j'avais rencontrés à cette occasion, quand je dis qu'ils n'en avaient rien à cirer, c'est parce que c'était pas l'urgence. C'est-à-dire que tu viens avec un discours sur l'Union européenne, ce n'est pas leur urgence. Dès que ton urgence, en fin de compte, c'est de manger, tout le reste est secondaire, forcément. Parce que le truc, c'est de vivre, de survivre dans ce cas-là. Et c'est pour ça que, en même temps, il faut quand même rester humble. Ce sera un combat difficile parce que je crois que les gens, bien sûr, on essaye de faire appel à l'intelligence des gens, mais je crois qu'on doit être aussi capable de faire appel à l'émotion. Et c'est pas négatif, c'est pas péjoratif, c'est des fois... enfin bref, on dit qu'on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, c'est un petit peu mon propos. Je crois que on a intérêt, en fait, à pas perdre en tête le côté émotionnel aussi des choses, à trop être dans l'intellect, dans l'analyse des articles, etc. On oublie aussi qu'il y a une partie des gens qui vont être attirés parce qu'il y a, à un moment donné, une personne, un discours qui va les toucher. Bienvenue en Touraine, sous un beau soleil, en ce début du mois de juin. Et puis surtout, merci à Manuel et merci à toi, Martine, de nous recevoir chez vous, dans votre petite maison, là.
très sympathique au milieu des chants des oiseaux. Et puis merci aussi à Philippe Comte de nous accompagner. Voilà. Jacques Charpentier également, bien entendu, notre délégué régional de la région Centre. Nous voilà tous ensemble et de cette façon très sympathique. Nous sommes ici pas loin de Valère. Beaucoup de gens maintenant connaissent Valère. Et moi, personnellement, j'ai beaucoup d'attrait pour Valère parce que je suis délégué départemental, donc Stanislas Bartkowiak, délégué départemental de l'Indre-et-Loire. Il paraît que je suis aussi le doyen des délégués. Mais ça, on n'insiste pas. Je voulais te dire, Valère, depuis 5 ans maintenant, ça fait 5 ans, je suis délégué départemental. Et lorsqu'il y a 3 ans, donc, les membres du siège à Paris m'ont dit, tiens, on a choisi Valère parce qu'on a trouvé un lieu formidable, parce que déjà, avant, on était 700 lors des universités d'automne. Et il fallait prévoir les emplacements pour accueillir 1000 personnes. Non seulement accueillir 1000 personnes, mais dans un endroit où il y avait beaucoup des possibilités d'accueil, des hôtels. Donc la Touraine est très touristique, il y a beaucoup d'hôtels, et surtout au mois d'octobre, c'est la saison creuse. Donc on pouvait loger facilement tous les adhérents du PR qui voulaient bien venir à cette université. Donc on a mis en place une équipe et j'étais moi-même très surpris de cette équipe qui s'est mise en place, que ce soit pour les parkings, que ce soit pour le service à table, que ce soit pour tout. J'ai été moi-même très surpris, très agréablement surpris. Et puis je voulais dire voilà, une année, la première année, et puis 2 ans, tout le monde était satisfait, et puis 3 ans, encore satisfait. Alors je voulais simplement dire, ben voilà, soyez les bienvenus parce que moi je suis prêt à vous recevoir à nouveau. Oui, parce que l'UPR va durer. Moi, je suis prêt à travailler, remettre le collier, en dépit des problèmes internes que nous recevons, mais que nous connaissons actuellement. Mais ça, c'est pas grave. Nous sommes forts, nous sommes vrais, nous sommes dans la vérité. Et donc, moi, je continue à travailler. Et puis, j'espère, comme tout le monde d'ailleurs. Et Philippe, toi aussi, tu es prêt? Ah, bah oui. Parce que Philippe fait partie de mon équipe. Alors voilà, Philippe, présente-toi. Merci beaucoup, Stanislas. Et merci beaucoup, Martine et Emmanuel, de nous accueillir dans cette très, 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 très belle campagne. Vraiment, que la France est belle. Qu'est-ce que l'UPR? L'UPR, c'est une alliance de tous ceux qui refusent l'Union européenne, l'euro et l'OTAN. Qu'est-ce que l'Union européenne? Qu'est-ce que l'euro? Et qu'est-ce que l'OTAN? Alors bien entendu, ce sont des structures. Et le travail théorique de l'UPR a déjà magnifiquement analysé ces structures, leurs impasses. Mais derrière ces structures, il y a des idéologies. Et ces idéologies, nous devons les nommer. Derrière l'Union européenne, il y a le néolibéralisme. Derrière l'euro, il y a l'ordolibéralisme, qui est une variante allemande de ce type de néolibéralisme. Et derrière l'OTAN, il y a le néoconservatisme et l'impérialisme des États-Unis. Nous devons, tous ensemble, analyser les idéologies qui sous-tendent ces structures pour les combattre. Je me souviens d'avoir, lors d'un... Je crois que c'était l'un des premiers duels qu'il y avait eu entre un représentant de l'UPR et un représentant de La République En Marche. C'était sur Radio Campus. En face, La République En Marche avait envoyé, je crois, M. Lilian Citernaki, qui était un financier qui travaillait chez KPMG Luxembourg. Et cette personne était venue avec sa doxa européiste. Eurobéate, dirons-nous. Bien, quand on la connaît, quand on l'analyse, il est très, très, très facile de pouvoir la démonter. Et je vous renverrai à cette vidéo qui pourra être dans les descriptions de celle-ci. Vous verrez que c'est extrêmement simple et que chaque militant, je dis bien chaque militant qui fait un petit peu d'effort de formation, peut le faire. L'UPR, c'est avant tout un vivier de militants, un vivier humain qui est inégalable dans le monde politique français. Nous avons
les meilleurs militants, nous avons le meilleur matériel humain, nous avons les meilleures ressources humaines, dirais, des gens du privé. Il va falloir le fructifier. Or, pour l'instant, il n'a pas été laissé trop de champs d'application pour les initiatives. Nous avons été tous, les uns comme les autres, un peu choqués que UPR TV soit réservé quasiment à une seule personne. Alors qu'il y a aujourd'hui de multiples talents à l'UPR. Ça, il va falloir que cela change. Il va falloir que les structures du parti soient des structures plus démocratiques et qui permettent à toute personne qui fait du travail, je pense par exemple à Jérôme Yanez, je pense à Gilles Garçon, je pense à des tas de gens, je pense bien entendu à la personne qui se trouve derrière la caméra, Jacques Charpentier, qui a fait un gigantesque travail sur le programme la réforme des statuts que nous devons faire. Eh bien, aujourd'hui, c'est lors du congrès qui va venir, alors je ne sais pas à quelle date, mais ce sera la chose la plus importante, la réforme des statuts pour rendre ce parti à la fois plus démocratique et plus efficace. Moi, je voulais évoquer un petit peu les adhérents de notre délégation, donc Manuel de la Vallée, donc je suis adjoint à la délégation de la Seine-Saint-Denis depuis 2017. J'ai rejoint donc l'Union populaire républicaine en 2017, après l'avoir longtemps surveillé pour voir de quoi il s'agissait. Et j'ai fini par franchir le pas en me disant que c'était une chance exceptionnelle d'avoir un parti qui aujourd'hui marquait le pas sur l'Union européenne. Alors là, ils s'entraînent pour le 14 juillet. Voilà. Le 4 juin, ils s'en vont. Donc ces adhérents de la Seine-Saint-Denis, que je trouve formidable, j'ai trouvé une équipe de militants très motivés. On a fait des cafés citoyens, nous avons fait des réunions de délégation, nous avons fait des réunions publiques qui ont très bien fonctionné. Nous avons fait des tas d'opérations de tractage, de collage avec plusieurs dizaines de militants, toujours très très motivés pour défendre les valeurs de l'Union populaire républicaine. Moi, je garde des très bons souvenirs. Je sais que, bon, on a évidemment parcouru tout le département, puisqu'on s'est présenté avec Martine sur la deuxième circonscription de Seine-Saint-Denis, mais également aux élections européennes. Plus récemment, nous avons réuni 10 équipes, plus de 10 équipes pour les municipales. Donc 4 ont réussi à construire des listes pour aller jusqu'au bout de ces municipales, dont la fameuse liste de La Courneuve, que je cite au passage, qui a réalisé un taux record de plus de 10%. Ouais, et c'est à noter, un record pour l'UPR. Donc une formidable équipe. Il faut aussi noter que la délégation du 93, enfin le département du 93, est le département qui obtient les meilleurs résultats pour l'Union populaire républicaine en France métropolitaine. Donc énorme travail, des militants très motivés, des adhérents sincères, et donc les bons souvenirs que je garde avec eux, donc ce sont effectivement des campagnes de collage, de tractage, des réunions, mais nous avons aussi prêté main forte aux législatives partielles du Val d'Oise, du côté de Hermont. On a également aidé la délégation du 94 lorsqu'il y a eu les élections à Évry, à Évry-Courcouronnes. Donc là c'est pareil, on est parti comme d'habitude. On était 5-6 voitures avec des équipages pour coller, voilà, pour tracter, pour faire du porte-à-porte. Et à chaque fois, nous avons amélioré les scores. Nous avons amélioré les scores grâce à ce militantisme dans la Seine-Saint-Denis. On a doublé depuis 2017, depuis les législatives, à peu près partout. Nous avons aussi amélioré les scores sur ces législatives partielles. Et je pense qu'on est sur une bonne
une bonne dynamique. On ne devrait pas s'arrêter, il faut juste que ça continue. Moi, j'exhorte tout le monde à nous suivre, à continuer ce militantisme, à continuer à passer le message. Je dirais pour finir que le meilleur souvenir que je garde quand même de toute cette épopée avec nos adhérents, c'est aussi cette manifestation du 22 mars 2018 avec les services publics, notamment avec les cheminots, avec la SNCF. Et nous avons réussi, alors ça n'a pas été forcément toujours très très simple, mais nous avons réussi à intégrer le cortège avec tous les adhérents présents. Nous étions une centaine pour défiler pour le service public. Alors que les autres partis avaient été éjectés du cortège. Voilà, et donc ça, c'est un très bon souvenir. Et je crois que pour le moment, c'est le souvenir dont je suis le plus fier. Meilleur souvenir, je dirais que c'était peut-être les européennes, mon discours à Strasbourg. Il y avait vraiment... déjà parce que c'était un exercice pour moi qui était relativement peu aisé, puisque j'ai pas l'habitude de parler comme ça, de faire des grands discours en public. Et en plus, on m'a dit que je devais paraître sur scène à peu près 1 heure avant. Donc j'avais rien préparé, rien écrit, mais c'était un exercice pour moi qui était quand même intéressant. Et in fine, une fois sur scène, on a une espèce de... Peut-être les artistes doivent ressentir ça, une espèce de... je sais pas, d'exaltation portée en fait par le public. Et oui, pour moi, ce serait un de mes meilleurs souvenirs. Après, j'en ai probablement d'autres, et peut-être que quand le film s'arrêtera, je me dirai « Ah, mais j'avais ça à dire », mais en fin de compte, là, à l'esprit, oui, je crois que c'était Strasbourg. Et c'est pour ça que je veux rester positif malgré la crise que nous traversons à l'heure actuelle. Je sais qu'on s'en relèvera et qu'on sera plus fort. Et quand j'entends le discours de Manuel, je me dis qu'en fin de compte, oui, effectivement, c'est vrai qu'on a des militants sincères, on a une vraie force militante. Maintenant, il faut les laisser grandir, il faut laisser les initiatives locales, personnelles, etc., celles qui sont bonnes, bien sûr, sans que ce soit dans tous les sens, mais je dirais un petit peu plus de démocratie, de liberté, ça nous ferait pas de mal. Et c'est peut-être aussi un des défauts. Un des défauts de l'UPR, c'était justement qu'une personne à la tête qui masque finalement les talents de beaucoup, fait qu'on a l'impression que, et on nous l'a beaucoup reproché d'ailleurs, en disant vous êtes une secte avec un gourou et puis il n'y a personne derrière, ce qui est faux. Et ça, je pense que les années à venir, ça va être notre tâche justement de pouvoir faire éclore tout ça et montrer qu'on est plusieurs. Et nous aussi, on a eu ce même problème sur la région centre. Et on a la chance, c'est que nous avons un délégué départemental qui est Clément Dumont, qui a fait du théâtre amateur. Et pendant plusieurs années, qui en fait encore d'ailleurs, je crois, quand il a le temps. Et quand il n'est pas trop pris par ses activités de délégué départemental, qui nous prennent beaucoup de temps. Mais nous avons fait des séances de formation pour savoir parler en public. Voilà, et grâce à lui, comment se comporter, comment se tenir. Et je pense que ça fait partie des initiatives locales qui heureusement existent, parce qu'au niveau national, peut-être, il faudrait en effet, dans le cadre des formations diverses, mettre en place une structure qui permettrait à chaque délégué départemental, chaque adjoint, de pouvoir s'exprimer en public librement
Et ça, c'est un fait que dans la majeure partie des cas, lorsqu'on doit intervenir, généralement, les gens préparent un discours sur une feuille de papier et on les voit devant le micro en train de lire la feuille de papier. Je pense qu'il faut absolument qu'on arrive à franchir ce stade, mais là également parce que il manque des infrastructures au niveau du siège, il manque de la formation et ça fait partie d'une demande que nous avons dû compenser, nous, localement, mais que malheureusement, on ne peut pas avoir de tout le département. Manuel. Oui, moi je voulais intervenir juste là-dessus. Je voulais juste signaler que nous, dans nos réunions de délégation en Seine-Saint-Denis, le dernier tiers, on va dire, de notre réunion, chacun prenait le temps de préparer un exposé et d'exposer devant les autres, parler d'un sujet qu'il avait à cœur. Alors parfois c'était le service public, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu aussi... on a eu l'histoire des syndicats, notamment. L'histoire des syndicats, effectivement, et puis l'interaction entre l'Union européenne et les syndicats. Avec la Fédération européenne des syndicats. On a eu le syndicat des eaux aussi, on a parlé aussi du syndicat des eaux, comment l'eau était achetée par le département, comment c'était organisé. Voilà, donc on avait cet exercice et on avait aussi, pour finir, tout à la fin, on avait un petit jeu, un petit quiz questions-réponses. Donc les questions qu'on nous pose habituellement quand on tracte, quand on rencontre les gens, quand on est dans les cafés citoyens, et quelle pourrait être la bonne réponse. Voilà, on avait un petit training qui nous permettait de nous améliorer les uns les autres. Pour ceux qui n'avaient jamais tracté ou qui n'avaient jamais vraiment milité sur le terrain, ça leur permettait de voir qu'est-ce qu'on pouvait avoir comme réponse à une question type. Quel type de réponse on pouvait donner pour un militant de l'Union populaire républicaine. Mais là-dessus également, l'autre aspect, c'était aussi le problème des tractages sur les marchés. Alors nous, dans notre délégation d'Indre-et-Loire, on a eu de la chance également d'avoir toujours un adhérent qui s'appelle Philippe Rubel, qui est l'ancien responsable de la formation justement, et qui a fait beaucoup de formations en France. Et ce qui fait qu'on a cette chance de savoir... Mais nous sommes une délégation vraiment favorisée, très favorisée, parce qu'on a quand même des gens qui ont un certain nombre de compétences. Et on a même appris également parmi les compétences, si tu continues à filmer, comment savoir se comporter devant un journaliste. Et là, parmi le plus compétent des compétents, c'est Philippe. Je lui donne la parole. Avant que je voulais juste dire que ces compétences-là, et comme l'avait dit Martine tout à l'heure et Emmanuel, c'est qu'il y en a sûrement dans d'autres délégations, sauf qu'elles n'ont pas été forcément mises en valeur. Qui me vient à l'esprit par rapport justement à la mise en lumière. On est tous d'accord pour dire qu'on a une force militante inédite par rapport, si on compare avec d'autres partis politiques. Cependant, il y a des choses... Là, on parle de toutes ces initiatives locales, mais tu as parlé au départ de UPR TV. Tu vois, typiquement, l'agenda... de belles initiatives à souligner ou à mettre en lumière, ça pourrait être dit. Donc, ok, il y a les 5 actus, ok, il y a des personnes ou plutôt une personne qui monopolise la parole, mais on pourrait aussi mettre en lumière, à telle date, il va se passer ça, il se passe ça, etc. Montrer que sur le terrain, il y a des choses qui se passent, que les gens, déjà ça fait de la pub, ça met, ça éclaire des choses qui se passent, ça démultiplie la communication au sein de militants et d'autres, et vers d'autres. Ça, c'est... on a l'impression que c'est tellement verrouillé que même une idée aussi simple comme ça, tu vois, moi j'aimerais que ce soit mis en place. Et j'espère pouvoir être encore là pour justement mettre ces choses sur le devant de la scène et faire en sorte qu'on grandisse. On ne peut pas continuer à fonctionner comme si on n'était que 30. Oui, avant de lui donner également... Rappelez quand même qu'on a vraiment des forces vives sur le terrain, mais les adhérents ne le savent pas. Ils ne le savent pas parce qu'on ne leur a jamais fait savoir. Il faut savoir, par exemple, la magnifique banderole Frexit que l'on voit partout sur les défilés Frexit, c'est une initiative locale que nous avons eue en Indre-et-Loire. Nous les avons fait fabriquer 50 exemplaires
et que nous avons évidemment redistribués et revendus. Ces drapeaux, vous savez, les drapeaux l'UPR, les petits drapeaux, c'est des drapeaux tout rikiki qu'on voyait là, qui font à peine 50 sur 60 cm. On s'est dit, mais lorsque nous participions dans les manifestations avec la CGT, avec les syndicats, oui, parce que nous aussi, nous étions présents sur ces manifestations, quand on voyait ces grands drapeaux syndicalistes, on s'est dit, mais il nous faut des drapeaux comme ça. Alors on a fait fabriquer des grands drapeaux UPR, ces initiatives locales. Et ces initiatives locales, dans tous les départements, il y en a eu. Et les adhérents ne le savent pas. Ils ne savent pas que sur le terrain, nous avons des forces vives très importantes et qu'il est vraiment dommage de s'en passer. Et on ne s'en passera pas. Ces forces vives veulent continuer pour l'UPR et elles vont continuer. Voilà. Philippe, à toi. Oui, la formation, puisqu'on a beaucoup parlé de formation, ça m'a rappelé un bon souvenir. Et je voulais le faire partager à ceux qui regarderont cette vidéo. C'était lors d'une réunion à Saint-Avertin avec l'ensemble des militants du département d'Indre-et-Loire. Et il y a eu une digression qui finalement est devenue une mini-formation. C'était sûr, et ça va faire écho à l'actualité récente aux États-Unis, l'actualité récente tragique aux États-Unis. C'était sur la compréhension de la société américaine et pourquoi il y a un racisme endémique qui reste dans la société américaine. C'est parce qu'il y a un intérêt à l'existence de ce racisme. En effet, beaucoup de gens pensent que l'esclavage a été totalement aboli aux États-Unis. Eh bien, il n'en est rien. Et nous en avions parlé justement pendant cette réunion. L'esclavage n'est toujours pas totalement aboli aux États-Unis, puisque le 13e amendement, qui théoriquement a aboli cet esclavage, eh bien, stipule une exception. Quand on est condamné pour crime, on garde le statut d'esclave. Et on travaille gratuitement, ou pour 1 cent de l'heure, dans des prisons privées. Il y a donc un gigantesque intérêt à pouvoir engendrer une délinquance, la condamner lourdement, pour pouvoir avoir toujours une main-d'œuvre servile et gratuite. Aujourd'hui, le Géogroupe, la société Géogroupe, qui est détenue par Vanguard et par BlackRock, eh bien, son chiffre d'affaires est en milliards de dollars. Si les États-Unis ont aujourd'hui le taux d'incarcération le plus élevé au monde, s'il y a toujours les ventes d'armes permises par le second amendement, s'il y a cette violence endémique, c'est parce qu'il y a de gigantesques intérêts à ce qu'elle existe. Et derrière ces intérêts, on va faire opposer les uns aux autres. Alors bien entendu, le plus simple aux États-Unis, ce sont les blancs ou noirs. Et on est en train, via des universitaires, eux-mêmes récompensés par les États-Unis, dans nos banlieues, il y a des opérations du département d'État pour pouvoir amener cette idéologie, pour pouvoir continuer les fractures en France. Derrière, il y a des intérêts. Il faudra les dénoncer de manière encore plus forte que ce qui a été fait par l'Union populaire républicaine. Ces formations-là, sur la société américaine et ce qu'elle veut nous imposer comme société en France, il faudra que dans chaque délégation, il y en ait, car nous devons avoir des réponses idéologiques à des attaques idéologiques. Oui, bonjour, de fait, là, je suis revenu devant la caméra donc, pour l'occasion. Moi, je voulais parler des bons souvenirs. J'en ai beaucoup, des bons souvenirs, surtout en tant que militant, d'ailleurs. Moi, finalement, c'est pas mon meilleur souvenir, mais on va dire un des plus, je dirais, importants.
C'est simplement ma première réunion de délégation. Ma première réunion de délégation qui avait lieu dans l'Indre, donc c'était en 2013 ou 2014, je crois, 2013. Et on était 3, donc c'était dans la ville de La Châtre. Et il y avait moi, donc il y avait Sylvain Hélion, et il y avait notre deuxième délégué départementaux, mais qui a organisé de fait la première réunion, c'était Bruno Fèvre. Voilà. Donc ça, c'était bien, parce qu'en plus, avec Bruno Fèvre, ce qui était sympa comme délégué de délégation, c'est qu'il nous invitait toujours au resto après. Et ça, quelque part, ça fait partie des choses qui incitent à revenir. Bon, je ne dis pas que tous les délégués départementaux doivent le faire, hein, Martine. Mais bon, moi, en tout cas, j'aimais bien aussi pour ça. Et il y avait un truc tout bête, je repensais aussi, mais comme quoi, vous voyez, on prend des plaisirs là où on peut dans le militantisme. C'est mes premiers autocollants. mes premiers autocollants. Parce que nous, les militants, on colle avec des pots de colle et des pinceaux. Bon, il faut les trimballer dans les voitures. Et bien là, d'avoir eu des autocollants, ça nous a finalement fait très très plaisir. Parce que voilà, on avait juste à les sortir, à les coller comme ça rapidement. Vous savez en plus comment ça se passe des fois. Il faut faire vite parce qu'il y a peut-être des endroits où c'est pas trop... Voilà, on est peut-être surveillé. Donc hop, on les colle. Je crois que Philippe aussi l'a fait aussi pas loin de chez lui, comme ça. Donc ça, voilà, c'est un petit souvenir tout bête. Un autre souvenir, un autre très très bon souvenir, moi, c'est les soirées d'après-collage. Donc, alors c'est pareil, c'est toujours le côté très 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 convivial. Notamment, je me souviens d'une soirée où on avait un artiste local, Manitas de l'Aurore. Je vous ferai une petite vidéo là-dessus, donc qui était intervenu donc à sa façon. Donc ça, c'était aussi sympa. Autre chose sur laquelle j'ai un très 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 bon souvenir, c'est les parrainages. Alors, c'est pas que les parrainages c'était quelque chose de facile en soi, et c'est pas non plus que j'étais très 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 percutant sur cet aspect-là, parce que je crois que j'ai obtenu que 4 parrainages sur 100 maires rencontrés. Mais il y avait un petit côté sympa enfin pour moi, j'avais trouvé un petit côté sympa, parce que l'été, juste avant les élections présidentielles, donc je profitais de cette tournée de parrainage pour promener ma mère qui a maintenant 90 ans. Donc comme ça, je la baladais en même temps que j'allais rencontrer les maires, je dirais, dans les petits villages là, de l'Indre. Et c'était ma sœur, qui n'est pas du tout sympathisante adhérente, qui servait de copilote. Donc c'était un petit côté joindre l'utile à l'agréable, rester en famille, faire des choses en famille, puis opérer comme ça des choses pour l'Union populaire républicaine. Voilà. Je vais revenir à la fin pour dire une dernière chose, mais je vais redonner la parole peut-être à quelqu'un qui voulait encore ajouter quelque chose. Martine? Non, je ne peux pas te forcer, Martine. Non, je crois que les bons souvenirs, on en a tous, et j'espère qu'on en aura d'autres. Par contre, moi, je voulais aussi remercier en fait les gens de Strasbourg lors des européennes qui ont vraiment été super accueil. Je pense à la personne qui est partie me chercher à la gare pour m'amener jusqu'à la salle. J'ai pas vraiment eu l'occasion de remercier. On remercie pas souvent, on pense pas tout le temps à le faire, et pourtant tous ces gens sont bénévoles. On fait ça par conviction, parce qu'on veut le faire, on le fait pour la France. Et donc je remercie tous les militants. Je remercie également les militants lors des dernières municipales qui m'ont aidé, qui nous ont aidés, qui ont aidé Manuel qui se présentait tête de liste sur Montreuil, qui nous ont aidés à tracter les assesseurs, des gens qui sont restés des journées entières finalement dans des bureaux. Et même après, bien tard en soirée. Donc pour leur dire aussi que c'est vrai que je pense qu'à l'heure actuelle, beaucoup s'inquiètent, ils ne savent pas, ils ne comprennent pas, on a entendu beaucoup de choses négatives, les putschistes, etc. Je vous assure que ce n'est pas un putsch, mais je pense que il va falloir éclaircir les choses. Il va falloir qu'on aille de l'avant, qu'on arrête de se morfondre et de se dire que ce parti, c'est une personne. Non, cette vidéo, c'est justement pour vous montrer qu'on est plusieurs, qu'on est motivés et que l'UPR n'est pas mort. Bien au contraire, je pense au contraire que c'est le début de quelque chose de plus grand.
me revenait une forme de parabole. Alors, ce n'est pas un proverbe chinois. C'est quelque chose qui est issu de l'Ancien Testament. Alors, j'aime la sagesse des nations. Je suis plutôt agnostique, mais j'aime bien lire l'ensemble des livres sacrés de l'humanité. Je trouve qu'il y a souvent beaucoup de sagesse. Et dans l'Ancien Testament, il y a Jacob qui désire épouser la magnifique Rachel. Et il est obligé par le père de Rachel, un certain Laban, qui lui dit « Tu auras la main de ma fille » après 7 ans de travail. Et pendant 7 ans, Jacob va garder les chèvres, entre autres, de Laban. Et arrive, au bout des 7 ans, il réclame donc la main de la fille de Laban. Et Laban amène sa fille, alors sous un voile intégral. Vous savez que ça n'était pas d'aujourd'hui. Et il y a se marie. Et puis, la nuit de noces, on amène la jeune mariée, à Jacob, dans une tente sans lumière. Il consomme le mariage. Et le lendemain matin, au moment où la lumière revient, eh bien, il s'aperçoit qu'il a épuisé ses ardeurs, non pas sur la magnifique Rachel qu'il aimait, mais sur sa sœur, l'ideuse Léa. Et en effet, Laban n'avait pas spécifié quelle fille il donnait à marier. Mais Jacob a travaillé à nouveau 7 ans. Il a remis son cœur à l'ouvrage. Et il a obtenu la main de Rachel. Donc, ce n'est pas parce que nous avons pu être trompés à un moment que nous devons abandonner notre idéal. Nous arriverons au Frexit, à la sortie de l'euro et à la sortie de l'OTAN. Ça dépend de notre travail. Là, on a parlé du futur, on a parlé des bons souvenirs, et j'ai vu qu'il y avait certaines personnes qui parlaient du futur. Et c'est vrai que je voulais revenir sur ce qu'avait peut-être dit Philippe, parce que j'étais trop concentré sur la caméra tout à l'heure, donc je n'ai pas forcément bien écouté, mais moi, il y a effectivement un élément sur lequel je voudrais revenir, c'est sur notre réelle force, finalement. Bien sûr, on était les premiers à parler du Frexit, à expliquer de façon pédagogique pourquoi il fallait sortir aussi de l'Union européenne. Alors ça, maintenant, je pense que c'est rentré dans pas mal d'esprits. Mais au-delà finalement de ce discours politique sur lequel on est fort, on a aussi une force que les gens en général ne perçoivent pas au premier abord, c'est effectivement notre force militante. On n'a pas de militants, mais quand je parle de la force militante aussi, c'est l'organisation militante, c'est la structuration de tout ce réseau de cadres que l'on a mis en place à travers un groupe à l'Union populaire républicaine qui s'appelle la coordination des délégations, dont Nicolas Martin est la figure emblématique. Alors je dis figure emblématique, malgré tout, Nicolas Martin, c'est quelqu'un qui est très très discret. J'ai jamais réussi à le faire passer devant une caméra d'ailleurs, lui. Mais c'est quelqu'un qui est efficace parce que finalement, cet outil que l'on a maintenant depuis, peut-être une dizaine d'années, je ne sais plus combien de temps il est en place, il pourra me le dire, mais finalement, c'est ce qui a permis de structurer ce réseau militant et qui a permis d'avoir une efficacité militante. Et alors, je dirais, Nicolas Martin s'est battu pour que cet outil persiste, ait une relative indépendance par rapport, je dirais, au national, pour que justement il ait justement une autonomie de faire. Et ça, c'est très important parce que finalement, si on réfléchit bien, dans le futur, qu'est-ce qui va se passer ? Dans le futur, il y a déjà des partis souverainistes qui viennent. Vous avez entendu parler des initiatives d'Onfray, vous avez M. Philippot, vous avez Kuzmanovic, vous avez tous ces mouvements souverainistes qui arrivent. Mais ce sont pour le moment que des mouvements qui sont à l'état de ce qu'on appelle de think tank, de réservoir de penseurs, de pensée. Ce qu'ils n'ont pas, alors peut-être qu'ils l'auront, mais ce qu'ils n'ont pas, c'est ce que nous on a. C'est cette force militante, cette capacité finalement à agir et à porter localement et sur le terrain ces idées souverainistes. Et ça, c'est notre force. Et c'est ce qu'il va falloir finalement défendre, ces militants, et ce qu'il va falloir progresser, et ce qu'il va falloir aider davantage dans le futur. Donc je remercie, Nicolas Martin,
Mais pas que lui, parce que Nicolas Martin a œuvré dans l'ombre, mais il y a aussi des gens comme Éric Lemaire. Donc Éric Lemaire, une personne aussi très 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 discrète, et qui aussi, la cheville ouvrière, comme on dit, de cette coordination de délégation. Moi, j'y suis aussi. Alors moi, j'occupais une place un petit peu particulière dans la coordination de délégation, parce que j'étais la personne qui interrogeait les différentes délégations sur justement leur vision d'une évolution possible de leur délégation, et même, pourquoi pas, des fois, du parti en général. Donc c'est pour ça que j'ai synthétisé pas mal d'idées, et que j'ai pu intégrer dans ce fameux projet, ce que j'appelle UPR 2.0. Donc il y avait donc Nicolas Martin, Éric Lemaire, et puis je vais citer une troisième personne qui nous a rejoint, Béatrice Hénoux, et une quatrième qui est aussi Romain Rose, donc qui était en train aussi de travailler sur une amélioration de cet outil de structuration de notre réseau et notre encadrement militant. Voilà. Donc je les remercie, et puis je vais remercier, le téléphone d'ailleurs nous dit que c'est la fin, donc je vais remercier aussi à toutes les personnes là, qui ont bien voulu se prêter à ce petit exercice. Voilà. Merci Martine, merci Stanislas, merci Philippe, et merci Manuel qui était repassé derrière la caméra. Voilà.